Bon, eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cahier de physique pour réaliser les exercices concernant ce chapitre, l'eau que nous buvons est-elle pure? Donc, c'est un chapitre dans le programme de cinquième. Donc, on va faire des exercices, la première série d'exercices pour mettre en œuvre, pour mettre en pratique les concepts que vous avez pu voir dans vos cours. Donc du coup, on va étudier un peu l'eau, comment savoir si l'eau elle est pure, comment savoir si un aliment contient de l'eau, comment je fais pour savoir si c'est vraiment de l'eau, parce qu'il y a des liquides transparents, on dirait que c'est de l'eau, mais c'est pas forcément de l'eau, on n'est pas sûr. Donc du coup, ces exercices, c'est pour mettre en pratique les concepts que vous avez vus. Avant de commencer la correction de ces exercices, je vous encourage fortement à réaliser les exercices de votre côté et ensuite à regarder la correction. Comme ça va vous aider à mieux saisir les concepts. Donc je vais commencer sans plus tarder par le premier exercice. Donc voilà, c'est celui-là. Observe les tests réalisés. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc du coup, on a placé des aliments, une espèce de coupelle, et on a mis un peu de poudre dans le sulfate de cuivre anhydre qu'on a mis. Et dans votre cours, le sulfate de cuivre anhydre, du coup de mémoire, ça servait à quoi? Qu'est-ce qu'il est la particularité? C'est que si on le met en contact avec de l'eau, bah, le sulfate il devient bleu. Voilà, donc là, on n'a pas mis en contact avec de l'eau directement, mais avec des aliments. Et donc du coup, si ces aliments ils contiennent de l'eau, alors le sulfate il va devenir bleu. Donc ça va nous permettre de répondre à cette première question, déduisant quels sont les aliments qui contiennent de l'eau. Là, je constate là que c'est pas bleu. Pour l'orange, le sulfate là il est bleu. Pour la tomate, le sulfate aussi il est bleu. Pour la pomme de terre, c'est bleu aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en déduit? Bah, que l'orange contient de l'eau, la tomate contient de l'eau et la pomme de terre aussi contient de l'eau. Donc si on rédige proprement, ça donne une réponse comme celle-ci, comme celle-là, comme cette réponse-là. Rédigée proprement. Question 2. Le lait contient de l'eau. Pourquoi le lait en poudre n'en contient-il pas? Ben, en fait, ça c'est du lait en poudre. Du coup, en fait, c'est du lait. Le lait en poudre, c'est du lait déshydraté. C'est-à-dire c'est du lait à qui on a retiré l'eau. Vous prenez une brique de lait, vous versez là, le lait qu'on a l'habitude de boire en liquide, à l'état liquide, c'est du lait en poudre, c'est de la poudre plus de l'eau mélangée. On ne le voit pas à l'œil nu, puisqu'on voit l'eau plus le lait en poudre, ça fait un liquide blanc, mais en soi, si on dissocie, on a à côté de la poudre blanche, c'est le lait en poudre, et l'eau. Et là, on a enlevé l'eau. Il y a pas d'eau. Donc c'est logique que le sulfate de cuivre, il ne devient pas bleu, parce qu'il n'y a pas d'eau. La poudre, il n'y a pas d'eau dans la poudre. Elle est sec, la poudre. Enfin, ouais, elle est sèche, plutôt. Elle est pas, voilà. Donc rédigé proprement, ça donne une réponse comme ça. Le lait en poudre ne contient pas d'eau, car le lait est déshydraté, et donc sans eau. Il faut rajouter de l'eau à la poudre pour le reconstituer, puisqu'il a été déshydraté. Voilà pour cet exercice. On va passer au deuxième exercice. Alors, essayer de lire ça. On verse 5 millilitres de deux eaux salées différentes dans deux verres de montres différents. Premier verre, deuxième verre. L'une est 6 fois moins salée que l'autre. Donc il y a une des deux eaux là qui est 6 fois moins salée que l'autre. Donc du coup là on masque ça, on regarde pas ça, on regarde ici, là l'œil nu on voit pas. On peut pas voir. On peut goûter à la rigueur, mais c'est interdit en physique chimie de goûter. Donc du coup là visuellement on sait pas quelle est l'eau la plus salée. Donc du coup, que constates-tu après ce délai? Donc pour l'eau 1, là, je constate que l'eau a disparu et je vois un dépôt blanc qui à première vue est sans aucun doute le sel qui a été mis. Pour l'eau 2 aussi, il n'y a plus d'eau mais un petit peu moins de dépôt blanc que pour l'eau 1, que pour le verre 1. Ok, c'est ce que j'observe, hein, donc on rédige ça proprement. Voilà. Question 2. Quelle est l'eau la plus salée? Utilise donc dans ta réponse. Alors, sachant que l'eau a disparu ici, et l'eau a disparu également ici, donc du coup, en fait, là, j'observe plus de dépôts blancs pour l'eau 1 que pour l'eau 2. Enfin, que pour le verre 1, plus de dépôts dans le verre 1 que dans le verre 2. Donc comme ça, c'est du sel, c'est forcément, c'est sûr, c'est du sel, puisqu'on a versé du sel, hein, c'était marqué dans l'énoncé. Du coup, là, comme il y a plus de dépôts blancs, c'est cette eau-là qui est plus salée que celle-là. Voilà. Parce que là, il n'y a plus l'eau et on voit, en fait. Voilà. Que s'est-il passé pendant les quelques jours à l'air libre? En fait, l'eau s'est évaporée. Elle n'a pas séché, elle s'est évaporée, elle n'a pas disparu, elle s'est évaporée. C'est-à-dire qu'elle s'est transformée en gaz, quoi. Hop, évaporation. Ici et ici aussi. Mais du coup, comme l'eau était salée ici, l'eau était salée là, on ne voit pas à l'œil nu le sel qui est dans l'eau, puisque c'est mélangé.
Mais comme l'eau, elle s'évapore, mais pas le sel, l'eau est partie et le sel est resté. Donc en gros, c'est le sel déshydraté, c'est la même histoire que le lait, que pour le lait en poudre. Là aussi, ça s'est évaporé, mais là, on voit qu'il y a moins de sel que là. Donc celui-là, il y en a beaucoup plus en fait, il y en avait beaucoup plus dans cette eau-là que dans cette eau-là. Voilà, donc rédiger proprement. Voici les réponses, hein, vous pouvez lire tranquillement. Voilà, j'ai résumé à peu près ce qu'on devait marquer. On va passer à l'exercice suivant. Exercice 3. Bon, faut pas attention ici au numéro, là c'est l'exercice 3. Ouais, parce que je l'ai pris dans un manuel de physique. Donc du coup, c'est parti. Alors, désolé, j'avais un petit bug. Donc du coup, alors, là on a une étiquette qu'on retrouve sur une bouteille d'eau. Ok. Question 1. L'eau de cette bouteille est-elle pure? Alors du coup, là, il va falloir se rappeler qu'est-ce qu'une espèce pure en fait? Qu'est-ce que l'eau pure? En fait, l'eau, elle est pure. J'ai une bouteille d'eau, elle est pure si là-dedans, j'ai que de l'eau. Exclusivement que de l'eau. Que des molécules d'eau. Parce que l'eau, c'est une matière qui contient que des molécules d'eau. L'eau pure contient que des molécules d'eau. Et rien d'autre. J'ai que de l'eau. Et là, dans l'étiquette là d'analyse, là, qu'on vient pour la préparation, ok? Dans mon étiquette là d'analyse, là, je vois qu'il y a du calcium, du sodium, du magnésium, potassium, sulfate, tout ça en milligrammes par litre d'eau. Ah, du coup, c'est l'eau, elle n'est pas pure, parce que j'ai tout ça en plus dans l'eau. Donc, non, c'est pas pur. Question numéro 2. Comment appelle-t-on les constituants présents dans cette eau? Alors, pour information, ça c'est ce qu'on appelle des sels minéraux. Voilà. Question 3. Décris une expérience qui permettrait de prouver ta réponse à la question 1. Ah, ça c'est intéressant. Parce que dans l'exercice précédent, l'exercice 2, on avait de l'eau salée, et après quelques jours, l'eau elle s'est évaporée, mais le sel est resté. Mais on sait que l'eau elle était salée. C'est-à-dire que si on ne savait pas que l'eau est salée, si je vous dis pas que l'eau est salée, je vous donne une eau salée. Si je vous dis pas qu'elle est salée, vous pouvez pas le savoir. Parce qu'à l'œil nu, ça se voit pas, parce qu'il y a de l'eau. Alors comment on fait du coup? Soit on attend que l'eau sèche, et si on observe un dépôt blanc, du sel en l'occurrence, du coup là pour notre exercice précédent, c'est-à-dire que l'eau contenait du sel, et comme ça contient du sel, l'eau c'est pas pur, parce que c'est de l'eau salée, ou soit on fait sécher, enfin on fait évaporer plus rapidement, donc là il y a une seule technique, on fait chauffer l'eau, donc par vaporisation, la technique de vaporisation, qui normalement doit figurer dans tous les cours concernant ces chapitres. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une technique de vaporisation, c'est-à-dire on va prendre 1 litre de cette eau-là, on va la faire chauffer, de sorte à ce que l'eau s'évapore, et si on observe des dépôts solides, ce qui correspond à ça, ça veut dire que l'eau est pure, et pas pure, plutôt. Si on n'observe rien, ça veut dire que l'eau est pure. Voilà. Donc rédiger proprement, ça donne ça. Question 4. D'après l'étiquette, quelle masse de calcium contient 1 litre de cette eau? Alors, toutes ces masses-là, c'est pour 1 litre d'eau. Et toutes ces masses-là, elles sont exprimées en milligrammes. Donc tout ça, c'est des milligrammes pour 1 litre d'eau. Milligrammes par litre d'eau. Tout ça, 0,8 mg par litre d'eau. Sodium, 6,7 mg par litre d'eau. Magnésium, 1,0 mg par litre d'eau. Voilà, ça se dit comme ça. Alors, quelle est la masse de calcium? Voilà, le calcium, 0,8 mg par litre d'eau. On peut reporter ça directement. Question 5. Si tu bois 500 ml de cette eau dans la journée, quelle quantité totale en milligrammes de calcium et de magnésium as-tu absorbé? D'accord. Donc du coup, là, vous devez savoir que 1 litre, c'est égal à 1000 millilitres. Ça, vous devez le savoir. Le tableau de conversion, vous devez maîtriser. 1 litre, c'est 1000 millilitres. C'est la même chose. Donc du coup, 500 millilitres, c'est la moitié de 1000 millilitres. Mais 1000 millilitres, c'est 1 litre. Donc si 500 millilitres, c'est la moitié de 1000 millilitres, 500 millilitres, c'est la moitié de 1 litre. Donc ça veut dire que je vais devoir diviser par 2, puisque ça c'est pour 1 litre. Je vais devoir diviser par 2 toutes ces masses pour avoir les masses de ces espèces-là, de ces sels minéraux-là, pour la moitié d'un litre d'eau. Donc du coup, je vais diviser par 2, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, pour le calcium, plutôt pour le... Ouais, oui, pour le calcium, on prend 0,8 qu'on va diviser par 2, comme ici. Hein, j'ai détaillé le calcul numérique. Ça nous donne 0,4 mg pour un demi-litre de cette eau-là.
Et même chose pour le magnésium. 1,0 divisé par 2, ça fait 0,5 mg pour 1 demi-litre de cette eau. Et là, comme on m'a demandé une quantité totale, je vais additionner les deux et ça nous donne une quantité totale de 0,9 mg pour 1 demi-litre de cette eau. Je dis de cette eau parce que c'est l'eau qu'on étudie. Voilà. D'eau de la bouteille, ou si vous voulez, il faut savoir de quoi on parle. Ces informations-là, on dirait qu'elles ne nous servent pas à grand chose dans cet exercice. Donc rédiger proprement, ça nous donne ça. Exercice suivant, exercice numéro 4. Alors, observe l'image d'un cachet effervescent dans un verre d'eau. Ok. Décris le phénomène qui a lieu. Ok, donc là, du coup, il y a quelqu'un qui a mis un cachet. Et là, on observe des bulles, mais qui remontent à la surface. Et des bulles, c'est des bulles quelque chose. Il y a quelque chose dans ces bulles. Quand il y a une bulle, en général, c'est qu'il y a autre chose que de l'eau à l'intérieur. Donc, autre chose que du liquide, en tout cas. Enfin, c'est des bulles. Donc, c'est des bulles qui remontent à la surface, des bulles de gaz. C'est ce qu'on appelle le phénomène effervescent. Donc on peut observer des bulles remontant à leur surface, il s'agit d'un dégagement de gaz. Alors question 2, fais le schéma d'une expérience qui permettrait de savoir si le gaz formé est du dioxyde de carbone. Alors du coup là, il faut se référer au cours. Du coup le cours, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment on fait pour savoir si j'ai un gaz devant moi, je veux savoir est-ce que c'est du dioxyde de carbone? Est-ce que ce gaz contient du dioxyde de carbone? Ça c'est la question. Pas est-ce que le gaz contient uniquement du dioxyde de carbone, c'est est-ce qu'il contient du dioxyde de carbone, CO2, de son nom le plus connu. Bon, du coup, comment, qu'est-ce qui nous permet? Est-ce qu'on a un produit spécial, un produit caractéristique qui nous permet de tester? Oui, c'est l'eau de chaud. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un dispositif où on va récupérer le gaz qui est remonté par ici. On va l'acheminer pour pas qu'il sorte, faut pas qu'il se mélange avec l'air ambiant, parce que l'air ambiant il contient pas que du dioxyde de carbone, il y a de l'oxygène et de l'azote aussi. On va prendre un dispositif pour acheminer ce gaz vers de l'eau de chaud, pour le mettre en contact avec de l'eau de chaud. Voilà, comme ici. Voilà, notre cachet effervescent. Le gaz remonte. Ça, c'est notre dispositif pour acheminer le gaz jusqu'ici, pour le mettre en contact avec l'eau de chaud. Mais si l'eau de chaud se trouble, alors, ça veut dire que le gaz qui était là, c'est du dioxyde de carbone. Et donc le gaz qui a été libéré ici, c'est du dioxyde de carbone. Si l'eau de chaud se trouble. Donc, voilà. Donc là, c'est la technique. Tout ce que je mets en rouge, ça veut dire qu'il faut l'avoir en tête. Il faut le garder en tête. Faut pas l'oublier. Pour vérifier la présence du dioxyde de carbone, il faut mettre le gaz au contact de l'eau de chaud. Et si elle se trouble, c'est-à-dire qu'elle devient un peu blanc, sorte de, pas transparent, donc le gaz est bien du dioxyde de carbone. Exercice 5. Donc du coup, ces élèves font quelques erreurs lors de leur séance de travaux pratiques. D'accord. Retrouve les erreurs. Alors qu'est-ce qu'on observe? Alors déjà, ils n'ont pas les blouses tous les deux. Le garçon, il a une écharpe. C'est pas très agréable en plus, parce que s'il peut renverser des produits corrosifs, son écharpe elle est foutue quoi. Et la fille elle a pas ses cheveux attachés, donc c'est dangereux aussi parce que si elle faire renverser des produits corrosifs, ses cheveux ils vont prendre, vont être endommagés quoi, si je peux utiliser le terme. Donc là il y a un flacon qui est ouvert avec le bouchon. En plus non seulement il est ouvert avec le bouchon, en plus il est au bord du. Vous voyez si je mets une espèce chimique, si je mets un produit dangereux, par exemple le dichlore, ah, c'est dangereux parce qu'il y a du gaz qui s'échappe et on peut respirer, on renverse, ça peut être dangereux. Là, le produit qu'on a mis là-dedans, si c'est dangereux, regardez, la fille elle a pas de gants, ou je peux renverser sur ses doigts très facilement, hein. Donc on peut faire un accident très facilement. Et en plus, c'est proche du levier, quoi. Donc là, si vraiment j'ai un volume précis que je dois contrôler, que je dois utiliser, si je renverse ne serait-ce qu'une goutte, je dois tout recommencer, hein. Donc c'est du gaspillage, etc. Donc voilà, si on relève les erreurs, tu vas essayer de pencher en direction de la jeune fille. La pince est trop basse, ouais, parce que faut la mettre un peu au milieu pour pas que ce soit penché. Les élèves portent pas de lunettes de protection ni de blouse, ok. Les cheveux de la jeune fille ne sont pas attachés, ouais. Le garçon porte une écharpe, ok. Et le flacon n'est pas rebouché. Donc voilà. Donc j'espère que ces exercices, cette série vous a aidé à comprendre un peu certains points du cours. Il y aura une deuxième série sans doute d'exercices concernant ce chapitre-là. Donc je vous dis à la prochaine, hein, et bon courage pour vos révisions. Je vous remercie.